Bonjour, je suis le pharmacien en chef Bruno Pradine. Je dirige l'unité de parasitologie et entomologie de l'Institut de recherche biomédicale des armées à Marseille, co-dirige l'UMR Vitrome et suis un des responsables du Centre national de référence du paludisme. Je vais vous présenter aujourd'hui l'épidémiologie du paludisme en 2022, la remontada. Quelques mots pour vous dire finalement, le paludisme nécessite le contact entre trois intervenants qui sont d'une part le parasite, du genre Plasmodium, le vecteur, le moustique vecteur, donc Anophèle, et puis l'hôte qui peut être l'homme. Et tout ça dans un environnement. Et toutes ces différentes entités ont tout un impact sur son évolution. Donc l'évolution du paludisme mondial de 2000 à 2020, on peut voir sur le graphique du haut qu'à partir de 2010, on a eu une diminution drastique du nombre de cas de paludisme, puis qui a commencé à remonter en 2014 pour avoir une augmentation drastique entre 2019 à 2020 avec une augmentation de 14 millions de cas pour amener un total de 241 millions de cas. Sur le graphique à droite, on peut voir que cette incidence aussi augmente pour remonter autour de 60 cas pour 1000 personnes. Et sur le graphique du bas, on voit que parallèlement, le nombre de décès a diminué depuis 2000 jusqu'en 2014 pour atteindre un plateau finalement et réaugmenter donc en 2020 avec une augmentation de 69 000 décès supplémentaires pour amener à 627 000 décès. Le paludisme est essentiellement donc une pathologie africaine. On voit avec 228 millions de cas en Afrique sur un total de 241 millions au niveau mondial. Et on peut voir sur ce graphe les trois premiers pays, Nigeria, République démocratique du Congo et Ouganda, apportent une part avec à peu près 100 millions de cas sur les 228 millions de cas en Afrique. On voit finalement que ces trois pays représentent en gros à peu près 50% donc, du nombre total de cas de paludisme en 2020. Et 29 pays sur les 85 pays où le paludisme endémique représente à peu près 96% des cas. L'OMS, en 2015, avait prédit une diminution donc, du nombre de cas de paludisme, à la fois au niveau du nombre de cas et du nombre d'essais. Donc, sur la courbe du haut, on peut voir sur la courbe verte qu'ils avaient prédit qu'en 2020, finalement, on aurait une incidence du nombre de cas qui serait à peu près de 35 cas pour 1000 personnes et qu'en 2030, on n'aurait plus que 6 cas pour 1000 personnes. Et on se rend compte que finalement, en 2020, on se retrouve avec une incidence de 59 cas, soit quasiment 2 fois plus que ce qui avait été prédit, et qu'en 2030, on sera à peu près encore à 50-60% d'incidence. C'est la même chose sur la courbe du bas pour la mortalité, avec une incidence prédite qui était en 2020 d'à peu près 9, et puis moins de 1,5 en 2030, et on voit que finalement, on est en 2020 à peu près 2 fois plus, avec une incidence de mortalité à 15,3 pour 1000, et puis qu'en 2030, si on continue sur la même trajectoire, on sera supérieur à 10 décès pour plus de 1000 personnes. Mais tout ça n'est pas totalement négatif ou dramatique. On peut voir que finalement, si on regarde les pays qui ont moins de 10 cas, on en avait en 2004, et on est actuellement à 23 pays avec moins de 10 cas. Même chose pour les pays qui ont moins de 100 cas autochtones, on est passé de 6 en 2000 à 26 en 2020. Et si on regarde pareil les pays, la courbe tout en haut, jaune, pour lesquels on a moins de 10 000 cas, mais finalement on en avait 26 pays en 2000, on est passé à 47 pays en 2020. Donc on a bien une diminution de ce risque de paludisme et une élimination dans un certain nombre de pays. Ça, c'était les prédictions donc, de l'initiative élimination du palud 2020, donc de l'OMS en 2015. L'OMS avait prédit une élimination dans ces pays. Et quand on regarde ces pays, on peut voir sur la courbe du bas, la courbe bleue, par exemple en Équateur, effectivement, on a bien eu une élimination du paludisme. On est parti en 2000 avec plus de 100 000 cas pour arriver autour de zéro en 2020 et depuis en gros 2016. Même chose pour Cap-Vert et Costa Rica, où on est autour de 0 cas de paludisme, avec de temps en temps quelques épidémies. On voit au Cap-Vert en 2017. Par contre, pour l'Afrique du Sud, Botswana et le Comore, on voit que c'est plus difficile, avec un certain nombre d'épidémies qui apparaissent, dont certaines sur ces dernières années. Si on regarde sur un certain nombre d'autres pays, comme par exemple le Mali, Cameroun, RCA, le RDC, on voit que finalement, ce nombre de cas est assez stable. Il peut y avoir de légères augmentations ou de légères diminutions, mais ça reste
finalement assez stable. Par contre, avec des nombres de cas de palud qui peuvent être élevés, comme en RDC, on voit avec plus de 20 millions finalement de cas de palud par an. Madagascar est un profil différent, où on voit on a une diminution, enfin très peu, moins d'1 million de cas jusqu'en 2010 à peu près. À partir de 2012, on a une augmentation pour arriver même en 2020, où on est passé de 1 million à 4 millions de cas de palud. Mais tous les pays n'ont pas le même profil. Si on regarde ce qui se passe au niveau du Burundi, du Niger ou du Soudan, on voit que finalement, au Burundi et Soudan, on a eu une diminution du nombre de cas jusqu'à peu près 2010. Et puis finalement, une reprise, une augmentation de ce nombre de cas régulière. On voit que tous les ans, on augmente à nouveau. Et puis le Niger, finalement, on a eu une augmentation, pareil, à partir de 2010, pour atteindre une espèce de plateau. Par contre, si on regarde ce qui se passe au Kenya, Éthiopie, Sénégal, on voit qu'on a eu une diminution du nombre de palud à peu près jusqu'en 2010 pour rester à un plateau bas sur les 10 dernières années jusqu'en 2020. C'est le cas au Sénégal, au Kenya. Éthiopie, on commence à voir un peu une remontée, mais on a eu quand même une diminution drastique depuis les 6-7 dernières années. La situation du paludisme à Djibouti, on voit qu'à Djibouti, on était en phase de préélimination de 2000 jusqu'en 2014, quasiment plus de cas de paludisme. Puis 2014-2015, on a des épidémies avec à peu près 10 000 cas de paludisme. Puis 2016-2017, on passe à 15 000 cas. En 2018, on dépasse les 20 000 cas. 2019, on est à 50 000 cas et pour arriver en 2020 à plus de 70 000 cas. Donc avec une augmentation qui est plus que progressive depuis à peu près les 8 dernières années. Un petit mot sur le paludisme dans les armées. En fait, le paludisme dans les armées n'est que le reflet de ce qui se passe finalement dans les pays où on a nos troupes militaires. Et on voit finalement, par exemple, à Djibouti, nos militaires, nos familles de militaires ont subi une épidémie de paludisme en 2018-2019 qui correspond, quand on regarde ce qui se passe au niveau autochtone, à ces augmentations, à ces épidémies au niveau de Djibouti. Ceci est expliqué aussi par l'arrivée, mais j'en parlerai un peu plus tard, par l'arrivée d'un nouveau vecteur. Et puis on peut regarder par exemple aussi en 2021, on voit en Côte d'Ivoire la situation locale où on a, après une diminution sur les 10 dernières années, une nouvelle augmentation. Et en fait, en 2021, on a eu une épidémie de paludisme dans les armées. Au Niger, en 2022, on voit effectivement que la situation aussi, en 2022, on a une réaugmentation depuis les 10 dernières années du nombre de paludismes. Et finalement, ce qui se passe au niveau du paludisme d'importation, pareil, n'est que le reflet de ce qui se passe au niveau mondial. Quand ça diminue au niveau mondial, ça diminue au niveau du paludisme d'importation et vice-versa, si ça réaugmente, ça réaugmente. Et on voit finalement que depuis à peu près les années 2010, on est en phase de réaugmentation du nombre de paludisme d'importation. Avec bien sûr cette diminution drastique en 2020, puisque la France était fermée, donc pas d'entrée, pas de sortie, pas de voyageurs, donc très peu de paludisme. Mais qui en 2011, finalement, on est re-augmenté quasiment à un niveau des dernières années. Et puis, je peux vous dire que pour 2022, on sera au-dessus du niveau de ces dernières années. Alors, finalement, cette augmentation du paludisme, elle est due à quoi? De ce nombre de cas et de la mortalité. Alors, une des hypothèses, c'est de dire, finalement, c'est un impact de l'épidémie de Covid-19. En fait, pendant cette épidémie de Covid-19, on a eu l'annulation, le report de certaines campagnes, que ce soit par exemple des campagnes de distribution des moustiquaires imprégnés ou des campagnes de traitement de masse, etc. Comme on peut voir sur le graphique du haut à gauche, finalement, en bleu foncé, on avait prédit en 2020 un certain nombre de distributions de moustiquaires imprégnés et on voit que dans certains pays, elles n'ont pas été réalisées ou réalisées autour de 50% et que finalement, l'année d'après, cette planification a été réalisée. Il a fallu 2 ans pour réaliser ces campagnes. Mais que certains pays, par exemple comme le Kenya, on n'a pas eu de distribution en 2020. On n'a pas réussi à distribuer toutes les moustiquaires en 2021 et que même finalement certaines sont distribuées en 2022, soit ça n'a pas été fait. À droite, on peut voir aussi que finalement, le fait d'avoir cette épidémie de Covid-19, mais même toute épidémie, je veux dire, c'est la même chose quand on a une épidémie d'Ebola dans un pays, finalement, on a un accès qui est beaucoup plus limité aux structures de santé, par peur d'aller dans ces structures, etc. Et que cela entraîne un délai, que ce soit au niveau du diagnostic ou de la prise en charge thérapeutique. Donc ça a été montré par un certain nombre de publications. Et on peut voir sur le graphe du bas, en fait, au niveau du Rwanda, première partie gauche du graphe, finalement, entre 2019 et 2020, on a eu une augmentation progressive de l'utilisation des tests de diagnostic rapide dans le diagnostic du paludisme. Et au moment de l'épidémie de Covid, on a une diminution drastique de cette utilisation, qui montre bien finalement un effet
indirecte du Covid-19 sur le paludisme. Et d'après l'OMS, on pourrait imputer 47 000 des 69 000 décès dus au paludisme qui pourraient être imputés au Covid-19. Mais le Covid-19 ne fait pas tout. On peut voir qu'on avait déjà une stagnation, voire une petite réaugmentation bien avant la pandémie. Quand on regarde le nombre de cas de paludisme dans la figure du haut en gauche, on voit bien que finalement, à partir de 2014, on commençait à atteindre un plateau et puis qui commençait plus ou moins à remonter. Le nombre de décès, c'est pareil, on avait atteint ce plateau dans les années 2011 et puis jusqu'à 2019, on était sur ce plateau. Si on regarde la situation au Niger, au Soudan, on n'a pas attendu finalement en 2020 l'épidémie de Covid pour voir finalement une réaugmentation du paludisme, parce que ce nombre de cas ont commencé à augmenter à partir de 2010. Même qu'au Soudan, finalement, où là, on a une augmentation qui est continuelle. Une des autres hypothèses, c'est toutes les incidences humanitaires, en fait, ce qu'il peut y avoir, comme par exemple les conflits armés. On sait bien que finalement, en cas de conflit armé, on a une diminution de l'accès aux structures de santé, voire dans certains pays, elles n'existent plus, dans des pays en guerre, qu'il y a des mouvements de foule, des réfugiés, avec des camps des réfugiés où on a par exemple une diminution du niveau d'hygiène, etc. Et que toutes ces causes sont propices finalement à une augmentation ou une émergence de pathologies, que ce soit le paludisme ou d'autres. On a tous les risques aussi climatiques, par exemple à la fois les risques de sécheresse qui à l'inverse vont diminuer finalement les risques de paludisme, et par exemple les risques d'inondation qui peuvent augmenter le risque de paludisme. Et on va bien voir en fin d'année ce qui va advenir de Dakar. Dakar qui déjà avait une augmentation, donc au niveau de Dakarville, une augmentation déjà de 7% du paludisme en 2020, avec les inondations de juillet en 2022, quand toute cette eau va partir et va laisser de nombreux gîtes pour les moustiques. On va voir ce qui va se passer là en fin d'année. Autre hypothèse, finalement, c'est la résistance aux antipaludiques. On peut voir que dans certains pays d'Asie, Cambodge, Laos ou Vietnam, on a plus de 50% d'échecs cliniques aux ACT, plus particulièrement à DHA piperacide, ce qui n'est pas du tout le cas en Afrique. Donc en Afrique, effectivement, on a observé des cas d'échecs cliniques qui ont été bien étudiés, démontrés. On peut parler de résistance partielle à l'artémisinine. Quand on voit cet article qui était sorti l'année dernière, qui montrait une situation un peu dramatique avec un titre Évidence des résistances à l'artémisinine en Afrique, qui était un titre accrocheur. Bon, en fait, c'était pas l'Afrique. Quand on lit l'article, c'était l'Ouganda et le nord de l'Ouganda. Pareil, c'est pas des échecs cliniques. En fait, on avait une augmentation de la clairance parasitaire, donc avec supérieur à 5 heures, ce qui veut dire que le dérivé de l'artémisinine met un peu plus longtemps pour détruire les parasites, mais on n'est pas aussi en phase d'échec clinique. Donc c'était moins dramatique que le titre voulait le dire. Puis finalement, ils ont mis en évidence que chez ces souches où il y avait une diminution de clairance parasitaire, finalement, on pouvait retrouver de nouvelles mutations sur le gène PF4S qui pouvaient être impliquées avec une diminution de sensibilité plutôt qu'une résistance, une diminution de sensibilité aux dérivés de l'artémisinine. Et ils ont ressorti un papier, là, il y a moins de mois, qui ont montré finalement que dans le nord donc de l'Ouganda, on pouvait avoir une proportion de souches ayant ces mutations pouvant être impliquées qui était de l'ordre de 30 à 40%, et qui allait avec une association de sensibilité diminuée in vitro, mais là aussi, il n'y a pas de corrélation avec des échecs cliniques. Comme les parasites, finalement, les moustiques aussi peuvent être résistants aux insecticides. On peut le voir donc aux 4 classes d'insecticides, que ce soit les pyréthrinoïdes, les organochlorés, les carbamates ou les organophosphorés, et qu'on peut aller quand on regarde en Afrique sur la figure du bas, on peut aller de 20% de résistance pour les organophosphorés jusqu'à en haut à gauche, en Afrique, à 80% de résistance aux pyréthrinoïdes. Plus important, finalement, c'est que quand on regarde ce qui se passe en Afrique, c'est qu'à peu près dans tous les pays africains, on a des moustiques qui sont résistants au moins
à 3 molécules, enfin aux molécules de 3 de ces classes, voire même aux 4 classes, ce qui est là un peu plus dramatique. Une autre hypothèse, finalement, c'est une baisse d'efficacité des tests de diagnostic rapide. En fait, il y a des parasites qui ne produisent plus la protéine HRP2. C'est cette protéine qui, dans la majorité des tests de diagnostic rapide, est utilisée donc pour mettre en évidence, pour détecter le parasite. Et comme on peut voir sur cette carte, on a en Amérique du Sud, ça commence en Amérique du Sud, avec dans certains pays, on avait 50% donc des parasites qui ne produisaient plus cette protéine. Mais là aussi, on a eu cette émergence en Afrique. Et dans certains pays d'Afrique, maintenant, on commence à voir finalement des zones, comme par exemple à Djibouti, on a 70% de parasites qui ne produisent plus cette protéine. Et donc, finalement, si on ne peut plus détecter avec ce test les parasites, eh bien, on va avoir un délai, puisqu'à un moment, on arrive à les détecter quand la parasitémie sera trop forte, mais on a un délai finalement de diagnostic qui va entraîner un délai de prise en charge, et donc plus de cas graves et peut-être plus de cas mortels. Et puis finalement, la dernière hypothèse, c'est l'apparition d'espèces vectorielles invasives, comme par exemple l'Anopheles stephensis, qui est un vecteur donc, asiatique sylvatique que l'on retrouvait en Inde et qui a finalement colonisé l'Afrique et Djibouti en 2012 et qui est devenu un vecteur urbain qui est capable finalement de pondre dans des réservoirs d'eau artificiels, même dans des réservoirs d'eau qui peuvent être pollués, un peu comme l'Aïdes. Et malheureusement, ce vecteur finalement est résistant aussi aux 4 classes d'insecticides que nous possédons actuellement. On peut voir sur la carte finalement que de Djibouti, il a envahi l'Éthiopie, l'Érythrée, puis le Soudan, et qu'à partir du Soudan, maintenant, on le retrouve sur toutes les frontières, que ce soit les frontières de l'Égypte, de la Libye, du Tchad, de la République centrafrique ou du Sud-Soudan. Il est en train de coloniser petit à petit totalement l'Afrique. Et en conclusion, ben finalement, est-ce que le réchauffement climatique peut être finalement un risque d'évolution aussi au niveau de l'évolution du paludisme et plusieurs modélisations en Afrique ont montré finalement que certains pays ou certaines régions vont devenir des déserts, donc on aura moins de moustiques et donc moins de cas de palud, mais des zones plus hautes, avec des altitudes plus importantes, et bien, où on ne trouvait pas actuellement d'anophèles, vont devenir des zones à paludisme. Et la conclusion, c'est est-ce que finalement le paludisme peut réémerger en France ou en Europe, comme par exemple Plasmodium vivax, qui pourrait réémerger en France. Sur cette petite carte à gauche, c'est un des derniers travaux non publiés que nous venons de faire, où on a montré finalement que sur une quarantaine de squelettes qui datent du 6e siècle et qui ont été retrouvés donc, à Versailles, on a diagnostiqué donc, dans la pulpe dentaire de ces squelettes et dans à peu près 30% des individus des traces de Plasmodium vivax, ce qui était connu, mais bon, une première scientifique qui montre qu'en France, on a montré finalement qu'au 6e siècle, il y avait du paludisme. Et on a par exemple à Camargue, des anophèles qui sont compétents pour pouvoir transmettre le paludisme à Plasmodium vivax. Et est-ce qu'on peut penser qu'Anopheles stephensis, après avoir envahi toute l'Afrique, ne remontera pas comme les Aïdes via l'Italie, etc., pour venir coloniser aussi l'Europe et la France et avoir à nouveau une réémergence du paludisme en France? Je vous remercie pour votre attention et je serai présent pour répondre à vos questions. Merci. Merci Bruno Pradine pour cette présentation. Nous avons des questions et est-ce que Marielle Bouillou est avec nous? Non, pour le moment, donc. Bon, le Gabon est quand même représenté. Merci Marie-Blanche d'être avec nous. Mais je suis un peu seul pour animer cette session. Des questions, il y en a certainement pour le moment.
Bruno, je ne sais pas si tu as des infos très précises, mais est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot, si tu en as, concernant le Venezuela, qui est un pays tout à fait intéressant en termes de paludisme, parce que la transmission y avait quasiment disparu il y a une quinzaine d'années, et puis les événements politiques ont fait que, d'après des sources grises, puisqu'il n'y a pas grand-chose de publié à ma connaissance, le palu aurait bien repris du poil de la bête. Il y a 4 ou 5 ans, un de mes collègues franco-vénézuéliens, mais qui a beaucoup travaillé sur le terrain au Venezuela et qui, du fait de la détérioration profonde du système de santé, a fini par revenir en France, me disait qu'il y avait probablement 1 million de cas, alors qu'il partait de quasiment zéro quelques années plus tôt, et que ce million de cas a explosé en l'espace de 2 ans seulement. Et donc c'est impressionnant de voir comment ça peut revenir vite. Est-ce que tu as des infos fraîches là-dessus? Est-ce que tu peux commenter sur cette remontada, pour reprendre ton terme, qui peut être extrêmement brutale dès lors qu'on lâche la pression de lutte? Oui, ben, j'ai à peu près les mêmes infos, effectivement. Ça faisait partie des pays en 2015 que l'OMS avait jugé pour rentrer en phase d'élimination. Effectivement, sur les 3-4 dernières années, donc c'est remonté en flèche. Après, j'en sais pas plus, savoir pourquoi, etc. Mais effectivement, et ça fait un des rares pays, parce qu'en Amérique du Sud, finalement, on voit par rapport à l'Afrique, on a moins de cette augmentation là. Et le Venezuela fait partie des pays qui ont une forte remontada. J'ai une question qui est la suite de celle posée par Olivier. Peut-on se contenter de faire que le paludisme ne soit plus une priorité de santé publique, c'est-à-dire laisser résiduer des populations restreintes de parasites alors qu'elles sont encore soumises à des pressions médicamenteuses, ou des populations de moustiques encore soumises à des pressions d'insecticides. L'exemple montré de longue date, c'est que c'est au sein de ces populations restreintes que naissent les problèmes de résistance, que ce soit des résistances immunologiques, thérapeutiques, chimiques. Et ensuite, elles vont essaimer sur d'autres populations. Donc c'est bien, la Chine est éradiquée. C'est bien d'arriver à une éradication complète. Beaucoup de pays ont des populations résiduelles et un paludisme qui peut remonter à tout moment, et surtout remonter avec des variants beaucoup plus difficiles à combattre. Tout à fait, c'est même ce qui s'est passé à Djibouti, hein, totalement, où ça faisait 7-8 ans où il y avait plus de paludisme autochtone. Il y avait un peu de paludisme d'importation qui venait des autres pays, mais plus de paludisme de... Et cette faible minorité finalement qui restait de parasites avec effectivement plus ou moins résistants, avec l'arrivée de Stéphane VI, ça fait qu'on se retrouve à quasiment 5000 cas de paludisme alors qu'il n'y en avait plus. Et ce qui va pas, et ça va pas aller en s'améliorant, parce que là, entre-temps, la carte elle a même bougé. On a reçu des moustiques cette semaine du Tchad. Là, on n'est plus sur la frontière où on a nos militaires, parce qu'on commence à avoir une petite épidémie au Tchad. Et effectivement, on retrouve en plein centre du Tchad du Stéphane VI. J'ai ouï dire qu'on en trouvait même au niveau du Sénégal, on en trouve au Nigeria. Donc apparemment, ça y est, il a traversé l'Afrique. Et donc là, ça va être autre chose, puisque ça va se passer dans les villes. C'est un anophèle urbain, et en plus qui est résistant à tout et qui vit n'importe où. Merci François Simon. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister un peu à ce qu'on voit avec les arboviraux, c'est-à-dire que pour la fièvre jaune par exemple, on voit qu'un mauvais vecteur comme Albopictus par rapport à la Aedes aegypti va sélectionner les souches les plus agressives quelque part, parce qu'en tant que mauvais vecteur, il va se servir pour transmettre à partir des individus qui ont les charges virales les plus élevées. Est-ce que Stephen C n'est pas en train de faire la même chose, c'est-à-dire qu'il serait un moins bon vecteur, mais que finalement il nous sélectionnerait des souches plus réplicatives, des parasites plus réplicatifs? Pas forcément, il n'est pas forcément un plus mauvais vecteur maintenant. Alors effectivement, vous dites qu'il récupère aussi toutes les souches, mais c'est pas forcément un mauvais vecteur.
Alors après, pourquoi il est passé là aussi de sylvatique à urbain, entre l'Asie et l'Afrique, pour l'instant, personne n'a travaillé dessus. Mais il a une très bonne compétence vectorielle. En plus. Et il pourrait même avoir une compétence pour le vivax. Hors falciparum, on a une très bonne. Il pourrait aussi en avoir une bonne pour le vivax. A-t-on des questions de l'extérieur? Non. Je peux Olivier? m'autoriser une autre question. Alors évidemment, c'est la question d'actualité. Je ne vais pas te demander ce que tu penses de la nouvelle version du vaccin anti-palu. Je vais te poser une question plus perverse. Est-ce que tu imagines que, compte tenu de cette remontada auquel tu fais allusion, la deuxième version du vaccin palu actuel peut avoir une influence sur cette remontada? J'envisage la question sur le long terme, parce que on a vu ce que la première version a donné sur le court terme et ensuite sur le long terme. Je n'ai pas forcément d'idée. Alors peut-être que le prochain, il va parler sur le vaccin aura un peu plus. En bien ou en mal, je ne sais pas forcément. J'allais dire c'est peut-être mieux que rien. Puisque même s'il n'a pas une efficacité forcément très importante, etc., c'est un outil de plus, parce que ça ne remplacera jamais tout ce qui se fait, traitement de masse, etc. Ça sera un outil de plus à rajouter à la panoplie, à la lutte antivectorielle, etc. On ne pourra jamais se passer des autres de toute façon. Oui, mais la question de fond, qui est souvent une question logistique et financière, c'est est-ce que cet outil de plus dont on peut craindre que malgré tout ça ne soit pas un magnifique outil de santé publique, va justifier le coût que va nécessiter le nombre d'injections nécessaires à son efficacité relative? Parce que c'est ça la question de fond. Non, et en situation réelle, il n'y aura jamais toutes les injections que l'on veut, etc. Je ne dirais pas que c'est perdu d'avance, mais de toute façon, on n'arrivera jamais le coût, effectivement. Peut-être mettre plus sur le traitement de masse, etc., continuer tout ce qui est pour la femme enceinte, les enfants, etc. Et est-ce que je peux encore commencer? Ah non. Ah non, mais vas-y. Frédéric Sorge, j'ai une question sur la mortalité. Est-ce que le falciparum est toujours prépondérant? Est-ce que les autres souches ont également des mortalités ou des létalités qui croissent? Non, c'est toujours falciparum. Alors, on a maintenant des cas de vivax mortels, des cas de nolésie, mais c'est toujours falciparum qui est bien au-dessus des autres. Merci Bruno, mon cher colonel.